Je suis Nacham de l'UCL de Montreuil et j'ai la chance d'avoir avec moi sur scène aujourd'hui Richie Thibault de PEPS, Hugo Responi pour l'UCL et puis James Yoldas pardon, pour la Jeune Garde. Richie Thibault, tu es donc militant gilet jaune, porte-parole de PEPS et militant antiraciste. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, pourquoi être antifasciste, ce n'est pas seulement s'opposer aux fachos? Alors, bonjour à toutes et à tous. J'accroche le micro. Vous m'entendez bien? Voilà. On va essayer d'élever un peu la voix. Du coup, je vous ai préparé une petite réponse à ce mot d'ordre que l'antifascisme, ce n'est pas juste s'opposer aux fachos, auxquels j'adhère profondément et que l'on partage chez PEPS, donc pour une écologie populaire et sociale. Alors, en effet, il faut comprendre qu'au cœur de l'idéologie fasciste, il y a la notion de suprémacisme, et notamment de suprémacisme racial. Le fascisme repose sur une pyramide raciale. J'aimerais donner deux exemples, un exemple historique, à savoir celui du nazisme, qui est une déclinaison du fascisme. Le nazisme repose, par exemple, sur une pyramide raciale de la supériorité des 10 Aryens sur les Juifs. Mais c'est également des déclinaisons de pyramide raciale qu'on retrouve de manière contemporaine. Une autre déclinaison que prend le fascisme de manière contemporaine, c'est le sionisme, qui est une forme de fascisme et qui là prône la supériorité des Israéliens sur les Arabes. Donc on voit que c'est un phénomène récurrent dans les déclinaisons que prend le fascisme, que cette pyramide raciale. Donc, à mon goût, je vous parle de ça parce que il peut pas y avoir un antifascisme authentique sans s'attaquer à la pyramide raciale. Autrement dit, il n'y a pas d'antifascisme sérieux sans antiracisme. Et ça me paraît assez fondamental. Alors en France, il y a un arc politique qui va d'une grande partie du PS jusqu'au RN, qui soutient cette pyramide raciale, qui soutient la suprématie blanche, qui soutient la blanchité. En l'occurrence, leur haine aujourd'hui se cristallise contre les personnes de confession musulmane ou perçues comme telles. Donc, en l'occurrence, on voit bien que être antifasciste, c'est pas juste s'opposer aux fachos qui s'énoncent comme tels, à savoir au RN par exemple, mais que c'est également s'attaquer à celles et ceux qui véhiculent le fascisme, du moins le racisme et les idées d'extrême droite, quand bien même ils se prétendent de gauche. Et j'aimerais donner l'exemple que vous connaissez tous des socialistes qui étaient au pouvoir, enfin du Parti socialiste au pouvoir sous Hollande de 2012 à 2017. En effet, là, il y a eu quelque chose de particulièrement révélateur, notamment sous prétexte de lutter contre le terrorisme. On a eu un pouvoir qui s'est mis à installer en France une islamophobie d'État en prenant pour cible les personnes de confession musulmane. Donc ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit avec des centaines de familles qui se sont vues perquisitionnées simplement avec des unités antiterroristes simplement parce qu'elles étaient perçues comme musulmanes, ou encore des enfants, encore plus graves, qui dans leur école ont été convoqués en garde à vue, ont eu des convocations disciplinaires pour soi-disant des faits d'apologie du terrorisme. Donc on voit bien que, en l'occurrence, s'opposer au fascisme, voilà, c'est s'attaquer non pas juste à l'extrême droite identifiée comme telle, mais à toutes celles et ceux qui reprennent les mots d'ordre et les concepts et qui mènent une politique d'extrême droite, quand bien même ils ne s'affirment pas comme tels. La question qui se pose à nous maintenant, une fois qu'on a fait ce constat, c'est que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre le fascisme et pour construire un front antifasciste? Alors déjà, il nous semble chez PEPS qu'il ne faut laisser aucune lutte de côté. Aucune lutte antiraciste de côté. Et j'aimerais donner un exemple qui m'est cher parce que je suis moi-même concerné et j'ai subi ce racisme, c'est l'antiziganisme. L'antiziganisme, c'est une forme de racisme qui prend pour cible les personnes roms, sinti, yéniches, manouches, gitanes ou voyageuses. Et ces personnes sont prises pour cible depuis plusieurs siècles par des mécanismes d'oppression raciste étatique. Et l'antiziganisme, c'est un racisme qui est peu connu mais qui est très répandu dans la société jusqu'au sommet de l'État. Et j'aimerais vous donner un exemple. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait déclaré au sujet du boxeur d'origine yéniche et gilet jaune Christophe Détinger, il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. On est là face à un propos qui est purement raciste. Et pourtant, à l'époque, je m'en souviens, j'étais jeune, j'avais 14 ans, mais je m'en souviens très bien, la gauche, y compris une grosse partie de la gauche radicale, était restée silencieuse. Comme si finalement, tenir de tels propos racistes, parce qu'en l'occurrence on parlait des gitans, eh bien ce n'était pas l'objet d'un scandale. Imaginons un instant, faisant de la fiction, que le président de la République avait tenu ses propos sur une quelconque autre minorité raciale, la vague et le tollé déclenché auraient été conséquents. Donc si on veut vraiment être dans un antifascisme sérieux et combattre toutes les formes de racisme notamment, il faut ne rien laisser de côté. Ensuite,
il faut laisser la place aux premiers concernés. Et ça, c'est particulièrement important pour nous chez PEPS. On considère que il faut pas qu'il y ait des blancs qui se fassent passer avec leurs gros muscles pour des sauveurs des personnes racisées en danger, mais qu'au contraire, la priorité, elle doit être de permettre aux personnes victimes de racisme et qui subissent au quotidien le fascisme de s'auto-organiser. Chez PEPS, on considère qu'il faut aider à l'auto-organisation des premiers concernés. On défend la stratégie du pouvoir populaire, c'est-à-dire l'empouvoirment des classes populaires et l'empouvoirment des dominés et des exploités. C'est-à-dire que pour nous, il faut permettre que les personnes victimes d'oppression puissent avoir de la puissance d'agir. Et il ne faut pas faire à leur place, et ça nous semble quelque chose d'assez fondamental. Ensuite, il ne faut évidemment abandonner aucun terrain de lutte. Et là, j'aimerais donner un autre exemple, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Il s'avère que je suis arrivé à la politique par le mouvement des Gilets jaunes, j'avais 14 ans à l'époque, je suis issu de classes populaires, de milieux racisés qui, jusqu'alors, se sentaient étrangers à la chose politique. Et grâce aux Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui se sont mis de ces catégories-là à arriver à la politique. Il y a eu une véritable politisation. Or, il y a certains milieux politiques, parfois qui se prévalent de l'antifascisme, qui au nom de je ne sais quel purisme ont taxé les Gilets jaunes de fachos et n'ont pas voulu aller dans ce mouvement parce que des personnes effectivement d'extrême droite souhaitaient eh bien infiltrer ce mouvement. Donc là aussi, me semble-t-il, il y a un écueil majeur qu'il ne faut pas reproduire. C'est-à-dire qu'on doit laisser aucun terrain de lutte à l'extrême droite, quand bien même il tente de le récupérer, il faut y être massivement engagé. Alors, ensuite, il faut évidemment, pour qu'il y ait un antifascisme sérieux, être dans une stratégie offensive. Souvenons-nous, il y a un exemple quand je parle d'antifascisme offensif qui me vient à l'esprit, qui vous vient sûrement à l'esprit, des militants de la Ligue communiste qui, en juin 1973, avaient attaqué un meeting d'Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, une organisation fasciste. Dans ce meeting, il y avait notamment Jean-Marie Le Pen. Ce meeting, en 73, il a acté un changement de stratégie de l'extrême droite qui a décidé de lutter, entre guillemets, contre l'immigration massive, contre l'invasion migratoire, l'ensauvagement. Il reprenait déjà ces concepts Rance à l'époque. Et donc, les militants de la Ligue communiste, avec d'autres militants de la gauche radicale, ont décidé, armés de cocktails Molotov, eh bien, d'attaquer les fachos. Et grâce à cette attaque des fachos, eh bien, il y a eu la dissolution d'Ordre Nouveau. Ça prouve bien que pour faire reculer l'extrême droite concrètement, il faut une certaine radicalité. Donc évidemment, l'antifascisme, une de ses déclinaisons, je dis bien que c'est pas la seule, hein, loin de là, ça peut être de casser la gueule des fascistes, et c'est plutà correct. Enfin, avec PEPS en tant qu'organisation d'écologie populaire, on appelle à la vigilance face à un courant qui se développe de plus en plus, qui est l'écofascisme. Le courant de l'écofascisme, eh bien, en fait, il consiste à la diffusion des idées d'extrême droite sous couvert d'écologie. Il prend plusieurs déclinaisons, notamment à travers une forme de défense d'un rabougrissement, une forme d'éco-nationalisme, en fait. Tous les mouvements qui se disent localistes et qui défendent l'idée qu'il faut un repli identitaire, un rabougrissement continu, sous prétexte de l'urgence écologique et pour faire face à l'urgence écologique. Ensuite, l'écofascisme, il peut prendre d'autres formes, notamment à travers le malthusianisme ou le transhumanisme, qui sont deux idéologies qui prônent le contrôle des corps, le contrôle des naissances notamment. Or, nous, ce qu'on dit avec PEPS en tant qu'organisation d'écologie populaire, c'est que le système qui défend le suprémacisme blanc, qui défend le fascisme, eh bien, c'est le même qui saccage la terre et qui est coupable des pires écocides. Alors, chez PEPS, on défend que l'écologie est nécessairement antiraciste et antifasciste. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé. Jem, maintenant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, être antifa, ce n'est pas seulement s'opposer aux fachos? Je vais voir déjà comment j'accroche ça. Ok. En tout cas, déjà dans un premier temps, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous, pour la Jeune Garde, d'être présent et de discuter en fait de la question antifasciste et de la question de l'extrême droite qui est centrale aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir au sujet de nous, la Jeune Garde, c'est qu'on est une organisation qui s'est créée d'abord sur le terrain, parce que en fait, la violence de l'extrême droite, son implantation locale, c'est quelque chose qu'on a connu dans les villes où on était implanté, notamment quand on s'est créé. C'était notamment à l'époque du Bastion social, qui essayait de s'implanter un petit peu partout en France, à Lyon,
à Marseille, à Aix-en-Provence, à Strasbourg et dans plein d'autres villes. Et nous, très concrètement, la question de l'extrême droite, on l'a vécu dans un premier temps sur le terrain. Parce que l'extrême droite, c'est pas seulement des idées, c'est un projet de société qui est ultra violent. C'est vraiment le stade suprême du capitalisme en quelque sorte où on accepte, on va vers toutes les barbaries. Et nous, dans un premier temps, ce qu'on a fait avec la Jeune Garde, c'est que on s'est organisé au niveau local déjà dans un premier temps pour faire de l'autodéfense, défendre nos quartiers, défendre nos solidarités, défendre nos manifestations face à l'extrême droite. Et ensuite, à la Jeune Garde, nous, vu que au départ, on s'est pas créé sur un projet spécifique, un projet politique spécifique, c'est qu'on s'est adapté à travers le temps. On a fait reculer l'extrême droite dans la rue, on a fait fermer les locaux du Bastion social dans différentes villes, on a obtenu leur dissolution, on a battu l'extrême droite physiquement dans la rue lors de la bataille des Gilets jaunes, que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille et dans plein d'autres villes. On a mis en échec l'extrême droite sur le terrain. Voilà. Et ensuite, on s'est retrouvé face à quelque chose, je veux dire face à en fait, cette extrême droite était toujours existante. On avait réussi à obtenir des victoires dans la rue, mais l'extrême droite aujourd'hui, elle est totalisante. Elle est dans les médias, elle est dans les institutions. Sous François Hollande, il y avait 2 députés RN. Aujourd'hui, on est à plus de, je crois, on est à plus de 180, quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, à la Jeune Garde, on est une organisation qui s'est adaptée. C'est pour ça qu'on a mis en place les porte-paroles là, pour aller sur les médias, pour amener un contre-discours face à l'extrême droite. Et aussi, il y a pas longtemps, avec la dernière dissolution, on allait à l'Assemblée nationale avec notre porte-parole Raphaël Arnaud. Et effectivement, comme l'a dit Richie, l'antifascisme, ça marche pas si c'est seulement une lutte bébête contre le RN, un peu sur le terrain de la morale. Ça marche pas et on va attirer personne dans ce combat-là. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'antifascisme, c'est un combat spécifique. L'antifascisme, c'est pas quelque chose, c'est pas un programme politique. Ça, il faut en avoir conscience. L'antifascisme, c'est du court terme. Parce que là, on va discuter aussi des perspectives qu'on peut avoir, peut-être du communalisme, de l'autogestion, du plateformisme, du communisme, de plein de choses. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que l'extrême droite, aujourd'hui, c'est un danger tellement grand en France que nous, à la Jeune Garde, ce qu'on a porté, c'est l'unité de notre camp social et politique. Et quand on parle d'unité, c'est pas l'unité avec je ne sais quel éléphant du Parti socialiste, je ne sais quel bureaucrate de chaque organisation. Non, c'est l'unité par la base. Et c'est ça qu'on porte à la Jeune Garde. C'est-à-dire que les militants de terrain, c'est-à-dire les militants de PEPS, les militants de la Jeune Garde, les militants de la CGT, eh ben on va construire une alternative. On va construire une alternative sur des bases claires. C'est-à-dire sur la question des classes sociales, effectivement. Si c'est simplement de dire non, mettez pas le RN au pouvoir et que on propose pas de changer la vie des gens en réalité, c'est-à-dire changer nos vies, c'est-à-dire amener de la démocratie ouvrière, avoir des conditions de travail qui sont décentes, gagner la dignité aussi, et ben en fait l'antifascisme ça marche pas. Et ensuite le débat aujourd'hui aussi c'est la question antiraciste. Aujourd'hui, pour dire les choses clairement, même au sein de la gauche institutionnelle, il y a un débat. Être antiraciste, l'assumer ou ne pas l'être. Et en fait, ce que nous on dit à la Jeune Garde, c'est que le racisme, c'est quelque chose qui est central aujourd'hui dans la société française. Elle structure tous nos débats. Et si on refuse cette question, si on refuse la question de la centralité antiraciste, eh ben en fait on est mort. On va laisser l'extrême droite gagner. Parce que si on a football, lorsque un terroriste d'extrême droite, un ancien candidat du Rassemblement national, du Front national, pardon, lorsqu'il rentre dans une mosquée à Bayonne, tire sur 2 fidèles, on n'arrive pas à aller à une manifestation, eh ben on est hors jeu. Si on n'arrive pas à dénoncer le fait qu'aujourd'hui en France, par exemple à Lyon, il y a 2-3 ans, il y a 2 mosquées qui ont été brûlées par l'extrême droite, eh ben on est hors jeu. Et c'est vraiment tout ça qu'il faut amener sur le sujet, sur la table. La question de l'internationalisme, dire qu'il y a un génocide en Palestine, dire que ce qui se passe actuellement au Kurdistan, il faut se mobiliser avec le peuple kurde. En fait, effectivement, l'antifascisme aujourd'hui, si il n'est pas de classe, s'il n'est pas féministe, s'il n'est pas antiraciste, on va droit dans le mur, certes. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un combat spécifique. C'est que
Je me suis perdu un petit peu, désolé. J'ai noté plein de trucs, mais au final, j'ai pas regardé mes notes. Mais lorsque je disais que c'est un combat spécifique, c'est que en fait, nous à la Jeune Garde, on a très bien conscience qu'il y a toute une partie de notre camp social qui va devoir se sacrifier sur la question antifasciste. Parce que si on n'aborde pas la question antifasciste comme une question en elle-même, simplement la question du fait que l'extrême droite ne doit pas prendre le pouvoir et qu'on commence à s'éparpiller, et ben en fait, on n'aurait jamais fait fermer les locaux du Bastion social, on n'aurait jamais fait fermer les locaux du Parti nationaliste français, on n'aurait jamais fait fermer les locaux de Génération Identitaire et obtenir leur dissolution, on n'aurait pas fait reculer l'extrême droite dans la rue, on n'aurait pas réussi à organiser l'autodéfense de notre classe spécifiquement sur la question de l'extrême droite, et on n'arriverait pas non plus à avoir un angle d'attaque, et on n'aurait pas eu d'unité, par exemple, le nouveau Front populaire, là dernièrement sur la question des élections. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a deux temps. Il y a un temps urgent, celui de l'antifascisme, celui de l'unité, celui où on va tous répondre ensemble. Et ensuite, il y a un deuxième temps, celui de la discussion, sur des bases claires, comme je l'ai dit, sur les questions antiracistes, féministes, etc. Et là, il faut qu'on discute. On discute, c'est quoi nos perspectives? Parce que si on propose pas de perspective, eh ben, on est condamné à subir les offensives d'une bourgeoisie qui est radicalisée. Et là, c'est aussi pour ça qu'on est là et que je pense que dans le public, on va pouvoir échanger. C'est quoi ce qu'on propose? Est-ce qu'on propose, c'est le socialisme, c'est du communalisme, c'est le fédéralisme, c'est l'autogestion, c'est le plateformisme. Je pense, c'est cette question-là qu'on doit se poser. Mais sur la question antifasciste, moi, je le dis clairement, la base de l'antifascisme et sur quoi on se regroupe, c'est faire reculer l'extrême droite très concrètement dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos campagnes. Voilà, merci. Ah oui, pardon. Je te le donne. Et puis, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Et maintenant, je vais demander à Hugo de l'UCL Paris Nord-Est et qui est aussi dans la commission antifasciste de l'UCL de nous répondre lui aussi à cette question. Pourquoi, selon toi, être antifasciste, ce n'est pas seulement s'opposer aux fachos? Marche pas le micro? Non, mais c'est pour l'enregistrement. Ok. Du coup, merci les camarades pour l'invitation et puis effectivement les camarades de l'UCL, notamment de Montreuil et de PEPS pour l'organisation de la discussion. Alors effectivement, nous, je pense que tout le monde est d'accord ici et je rejoins ce que vient de dire mon camarade à l'instant. On est d'accord que l'antifascisme, il est de masse. Notre antifascisme, celui qu'on défend, il est de masse, il est de classe et il cherche à construire l'unité de notre camp social. Sur ces mots d'ordre-là, j'espère que tout le monde est assez raccord ici. Mais alors, très concrètement, ça veut dire quoi? À trait un peu grossier, on peut distinguer deux antifascismes. Un antifascisme spécifique que tu as évoqué à l'instant, qui lutte pied à pied, dont on a besoin dans la période, qui lutte pied à pied contre les groupuscules violents, néo-nazis, identitaires, royalistes et j'en passe. Et puis, un antifascisme des organisations de masse, des grands partis de gauche, des organisations syndicales, des associations, etc., qui cherchent, lui, à s'adresser plutôt à des personnes non militantes, mais qui pourraient être tentées, et c'est là qu'on commence à arriver à ces fameux gens qui sont pas fachos, mais contre lesquels il faut qu'on s'oppose malgré tout, qui pourraient être tentés par des voix d'extrême droite. Et c'est un antifascisme qui se mobilise en particulier, on l'a vu récemment par le vote barrage type NFP, ou dans des campagnes plus générales, antiracistes, pour les droits des femmes, des personnes LGBTI, etc. J'y reviendrai. À l'UCL, nous, on sait bien que, évidemment, entre les groupuscules et les partis de masse, comme le RN ou dans une moindre mesure Reconquête, il y a des liens forts, des liens continus, parcours militant, SO, liens interpersonnels, machin qui est marié avec truc, voilà, bon. Et que la soi-disant respectabilité du RN n'est qu'une illusion. Du coup, on pense qu'il faut articuler les deux échelles pour se mobiliser à la fois contre ces groupuscules et contre les organisations de masse dans lesquelles ils sont aussi intégrés, le tout dans une perspective de classe en protégeant les masses populaires. Qu'est-ce que ça veut dire une perspective de classe? Ça veut dire s'interroger sur ce que c'est la base sociale du fascisme en France aujourd'hui.
Aujourd'hui, on sait, aujourd'hui, mais historiquement, que c'est la petite bourgeoisie qui est historiquement l'assise du fascisme. Et voilà, même s'il y a toujours quelques soutiens dans la très haute bourgeoisie, Bolloré, Musk à l'international, et un vote plus prolétaire aujourd'hui du Rassemblement national, qu'on voit les travaux de Félicien Faury ou Violaine Girard, ça reste quand même la petite bourgeoisie qui est le cœur de cette structure idéologique et militante que sont les organisations d'extrême droite. Alors, maintenant, on rentre un peu dans le dur. Qu'est-ce que ça veut dire lutter contre le fascisme en France en 2024, en 2025 et après, même si le moins longtemps sera le mieux, puisque ça veut dire qu'on les aura... Voilà. On pense que à l'UCL, il faut d'une part, bien sûr, mener la bataille sur le terrain. Et je reviens, je ne vais pas détailler sur ce qu'a dit le camarade de la Jeune Garde à l'instant. C'est ce qu'on fait, y compris un certain nombre de camarades de la Jeune Garde et de l'UCL à Lyon, dans l'interorga Fermons les locaux fascistes, pour obtenir la fermeture de la Traboule, le local des anciennes générations identitaires, et des remparts, même personne, même voilà, autre nom, qui sert à la fois de bar associatif soi-disant et de salle de boxe, le tout réservé aux personnes blanches, évidemment. La stratégie de l'interorga, c'est quoi? C'est les minoriser dans le quartier du Vieux-Lyon, où ils sont installés, en allant parler avec les personnes, les commerçants, les habitants, en tissant des réseaux de solidarité contre leurs agressions et contre leurs violences. C'est ce qui rend les identitaires locaux infréquentables et qui fait qu'à la fin, on gagne. Et on peut voir d'autres exemples de ça. Par exemple, tout récemment, à Nancy, avec la librairie des Deux Cités, qui était une librairie tenue par l'extrême droite depuis plusieurs années dans le centre-ville, et qui a fermé là, il y a un mois, suite à une mobilisation collective où les camarades sur place ont été acteurs extrêmement importants d'un collectif large et unitaire. C'est une victoire antifasciste contre une vitrine de l'extrême droite et sa propagande, mais c'est aussi un coup contre leur capacité d'organisation, de réunion, de se rassembler. Voilà. Bref, ça les affaiblit à la fois sur le terrain de l'hégémonie culturelle qu'ils essaient de construire, et en même temps, ça les affaiblit sur le terrain de la pratique. Pour renforcer cette lutte et cet affaiblissement, il y a aussi la lutte contre, je l'évoquais à l'instant, les très grands bourgeois, les super patrons qui financent justement les moyens de cette hégémonie culturelle. Alors on pense évidemment en France à Bolloré, hein, comment faire pour ne pas le citer, et notamment en ce moment la campagne qui a lieu contre Bolloré, qui est extrêmement importante, à laquelle on participe et dans laquelle on prend toute notre part bien sûr. Et Bolloré, c'est un exemple intéressant. D'une part, parce que évidemment, il finance toute la fachosphère par ses médias, etc. Et puis d'autre part, parce que la richesse même de Bolloré, elle se construit sur le racisme, sur l'impérialisme et sur le colonialisme. Bolloré, c'est la France-Afrique. C'est des plantations, des ports, des trains en Afrique de l'Ouest. Donc en gros, c'est l'exploitation des anciennes colonies françaises dans la région, et c'est avec cet argent qu'il tire de l'exploitation du prolétariat anciennement colonisé d'Afrique de l'Ouest qu'il peut tirer le financement de sa propagande réac en France. Il y a ici un lien intrinsèque évident entre néocolonialisme, racisme, impérialisme et extrême droite en France, ce qui montre bien qu'il faut combattre l'extrême droite sur les deux terrains, sur les deux fronts à la fois. Et ça, comment est-ce qu'on peut le faire très concrètement? On peut le faire notamment par l'investissement syndical, montrer comment cette division raciste et internationale du travail, de moins en moins d'ouvrières et d'ouvriers en France, mais de plus en plus à l'échelle mondiale, qui est orchestrée évidemment par le grand patronat et par le capitalisme international, favorise la montée des idées d'extrême droite dans les pays occidentaux, en mettant en concurrence les travailleurs et les travailleuses à l'occasion des délocalisations, et ce qui permet aussi de rappeler, même si voilà, on peut pas être partout, qu'aujourd'hui il y a une grande mobilisation des sans-papiers en France et à Paris notamment. Donc voilà, là c'est aussi un des enjeux de la lutte contre le racisme et contre l'extrême droite. Contre cette hégémonie culturelle qui essaie de construire les fachos, comment est-ce qu'on peut faire? Évidemment, soutenir aussi la presse libre et indépendante, les alternatives au capitalisme de surveillance. Je ne vais pas citer tous les médias, Mediapart, Rapport de Force, tout ce que vous voulez. Je n'en citerai qu'un seul, Alternative Libertaire, bien sûr, puisque c'est le meilleur et qu'en plus il y a une campagne de dons en ce moment. Voilà, je ne dis que ça. Et plus sérieusement, l'UCL participe à ce niveau-là au Fonds pour une presse libre, et également à la campagne unitaire contre la technopolis, qui sont deux manières aussi de lutter contre l'autoritarisme et la concentration des médias dans les mains des milliardaires d'extrême droite. Mais le titre de cette table ronde appelle à passer un peu plus de temps sur le point de comment on fait concrètement pour parler à ces gens qui votent d'extrême droite mais qui sont pas des fachos, des gens issus de notre camp social qui seraient tentés par le RN ou par la participation à des groupes ou à la croyance, on va dire, à l'extrême droite. À l'UCL, il faut le dire d'emblée, on ne croit pas au mythe des fâchés pas fachos qui se tromperaient de colère, d'ennemis, mais qui, à part ça, à part le fait qu'ils soient racistes, seraient de gauche. Non, non, non.
C'est faux, et en plus d'être faux, c'est paternaliste et c'est idéaliste. Donc vraiment, c'est n'importe quoi. Les prolétaires ne sont pas racistes parce qu'ils se trompent et antiracistes parce qu'ils ne se trompent pas. Ils sont racistes ou antiracistes parce que leurs conditions matérielles d'existence, de travail, de vie, les y conduisent et qu'on leur a présenté une identité raciale de blanc qui leur paraît plus importante et plus mobilisatrice que leur identité de classe, de prolétaire, et qui leur permettrait de gagner plus de choses en se présentant comme ça. Les études que j'évoquais tout à l'heure de sociologie montrent, avec des nuances et des divergences, que la peur de l'immigration se retrouve chez toutes ces personnes et qu'elle s'accompagne généralement de revendications bien spécifiques, l'auto-organisation dans des quartiers pour empêcher les personnes issues de l'immigration de s'installer, par exemple. C'est donc évidemment des gens qui ont une pratique, un vote, des croyances racistes, dont la pierre angulaire est la préférence nationale, ce qui est le cœur du discours du RN, enfin FN puis RN depuis 40-50 ans. Il y a une peur du déclassement et qui entraîne une mise en concurrence au sein du prolétariat. Et donc c'est évidemment là-dessus que nous, il faut aussi qu'on lutte. Sur les autres ressorts associés dans l'imaginaire collectif à l'extrême droite, climato-scepticisme, dont parlait le camarade à l'instant, LGBTI-phobie, positionnement dans les conflits internationaux, il y a un consensus moins large au sein de l'extrême droite sur lequel il faut aussi qu'on appuie pour montrer les divisions et les faiblesses idéologiques et théoriques de ce camp social. Ils essaient de jouer les grands intellectuels, mais fondamentalement, ils sont pas très bons à ce jeu-là, clairement. Donc il faut appuyer à chaque fois qu'on peut là-dessus. On pense donc qu'il y a une nécessité, et là je rejoins les deux interventions qui ont été faites avant, de déconstruire le discours raciste, pas d'antifascisme sans lutte antiraciste, de casser l'illusion de l'alliance interclassiste blanche et de rappeler inlassablement que nos vrais ennemis, ce sont nos ennemis de classe. Et c'est ce travail de reprise de l'hégémonie culturelle qui doit se faire pas seulement par les votes barrages, ça peut arriver à l'occasion pour se protéger de manière tactique, on y a pris notre part quand il le fallait, mais de manière beaucoup plus profonde en termes d'analyse de la société, en termes de système de domination et de rapport de force. Et donc, on pense qu'il faut, sur le terrain, en permanence, aller voir les gens qui pourraient être tentés par justement cette tentation d'extrême droite, cette tentation raciste, casser les bulles de filtre dans lesquelles ils sont entièrement enfermés et privilégiés, et lutter pour leur rappeler que c'est un discours illusoire et qu'il peut servir certains de leurs intérêts, mais que in fine ça les dessert. Et évidemment, là-dessus, je le rappelle, le syndicalisme, à nouveau, a une place de choix du fait de son maillage fin du territoire, de sa possibilité de parler avec des gens qu'on ne voit pas autrement, de la possibilité de lutter contre les patrons racistes, y compris par des moyens juridiques, au prud'homme, etc., etc. C'est aussi pour ça qu'il faut être présent dans les mouvements sociaux non traditionnels. Tu parlais des Gilets jaunes tout à l'heure et on te rejoint totalement là-dessus, mais également en ce moment dans la mobilisation du monde agricole où, face au discours tenu par la FNSEA et ses alliés d'extrême droite, les camarades de la Confédération paysanne s'efforcent, et bravo à LE, de porter un vrai contre-discours. Pour terminer, on pense donc qu'il faut donner véritablement un caractère de masse et de classe à toutes ces luttes. Pour rappel, la dernière fois qu'on a invisibilisé et qu'on a fait taire les discours anti-immigration, c'était pendant le mouvement contre la réforme de retraite en 2023, où il y avait une intersyndicale forte, où il y avait des millions de personnes en grève et dans la rue. À ce moment-là, les fachos, on les entendait plus et leurs discours, ils avaient plus aucune crédibilité. C'est là-dessus vraiment qu'on pense qu'il faut qu'on construise. On pense aussi qu'il faut en permanence déconstruire le discours raciste dans les organisations de masse et par les organisations de masse, ce qui consiste à s'engager en permanence de manière antifasciste dans toutes les luttes, et c'est par exemple ce qu'on porte à l'UCL dans notre campagne contre-offensive trans, donc pour lutter contre l'offensive transphobe qui est aujourd'hui centrale dans l'idéologie d'extrême droite. On pense qu'il faut être présent dans toutes les mobilisations féministes, etc., en portant en permanence un discours contre la transphobie, contre le racisme, pour pas justement diviser ces mobilisations et pour pas prêter le flanc à la menace de l'extrême droite. Et pour ça, il faut renforcer notre unité d'action, y compris parfois, on est bien obligé, avec des organisations plus modérées que les nôtres. Faire de l'antifascisme à Montreuil, c'est bien, mais ça parlera qu'aux convaincus, malheureusement. Et très rapidement, on peut citer deux exemples, les forums antifascistes sociaux de Lyon en 2023, ou le village antifasciste qui a eu lieu au Panthéon à Paris en mai dernier et qu'on espère bien reconstruire à nouveau cette année. On pense donc qu'il y a une nécessité d'une action de terrain réelle. Il ne faut pas se contenter de mots ou de postures. Si on veut briser le consensus hégémonique de l'extrême droite qu'elle est en train de construire, il faut mener la lutte là où on est les plus forts, c'est-à-dire sur le terrain social, au quotidien.
Et pour ça, il faut des organisations fortes qui agissent de manière unitaire et collective, pas seulement basées sur des liens affinitaires, mais fondamentalement dans notre classe, dans notre camp social, au travail, dans les collectifs de vie, dans les collectifs de quartier féministes, écolos, antiracistes, sans-papiers, etc. Parce que c'est là qu'est notre force. Merci beaucoup. Du coup, la suite de cette table ronde, c'est vous qui pouvez poser des questions du coup à ces trois intervenants. Donc, je vais vous demander d'être concis. On va prendre 1 minute max pour les questions et de préciser si vous posez une question à la table ou si vous vous adressez à une personne en particulier. Donc, je ne fais pas circuler le micro, mais je répéterai peut-être les questions si jamais elles ne sont pas complètement audibles. C'est quelqu'un qui se trompe de colère, c'est nécessaire. On peut pas d'accord, mais je ne pense pas qu'on puisse écarter sa gestion comme ça aussi rapidement. Ok, donc quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui se trompe de colère, et du coup, il y a un... Donc, du nécessaire, pour y parler quand même. Donc, c'est à prendre au sérieux comme réflexion. Enfin, on peut ne pas être d'accord, hein. C'est pas une chacun. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça s'adresse à... Enfin, c'est pour la table? Celui qui a dit qu'il n'était pas d'accord avec Après, si tu veux parler... On peut faire. Non, mais alors pour commencer, enfin, vous répondre rapidement. Évidemment, l'idée c'est pas de dire que tous les racistes sont fondamentalement racistes et que ils pourraient pas changer, parce que sinon on est foutu, ça sert à rien. Mais l'idée c'est de, effectivement, les gens qui sont racistes, on pense pas, ce serait très naïf et paternaliste de dire oh mais ils sont racistes, mais c'est parce qu'ils comprennent pas, parce qu'ils sont un peu bêtes et qu'on leur a juste vendu une soupe parce qu'ils ont trop regardé la télé de Bolloré. C'est quand même plus compliqué que ça. S'ils sont racistes, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils ont quand même un intérêt à être raciste, un intérêt à se présenter d'après leur identité de blanc plutôt que d'après leur identité de classe. Et donc en fait c'est là qu'on essaie de lutter et de combattre. C'est pour préciser un peu peut-être. Oui, enfin, je suis d'accord, et aussi dire que effectivement il y a une différence entre les plus de 10 millions de personnes qui ont voté, par exemple, Front National aux législatives, aux dernières législatives anticipées, et les théoriciens de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le fait de mettre un bulletin dans une urne, Rassemblement national, et théoriser la suprématie blanche, le racisme. Et ça, je pense qu'on est d'accord, il faut faire la distinction, parce que ça se combat pas de la même manière. Parce que généralement, ceux qui théorisent la pensée raciste et fasciste sont des grands bourgeois. Et on va pas les convaincre qu'ils ont des intérêts sociaux à s'opposer à la domination raciste. Par contre, effectivement, ce qu'il faut faire, comprendre aux classes populaires qui se perdent dans l'extrême droite, en votant pour l'extrême droite et en soutenant l'extrême droite, c'est qu'ils pensent finalement défendre leurs intérêts en tant que blancs et profiter d'intérêts supérieurs en maintenant l'ordre dominant de la blanchité. Et c'est leur faire comprendre que non, en réalité, ils ont beau voter Rassemblement national pour soi-disant défendre leurs intérêts, en réalité, ils restent dans la misère sociale et dans le dénuement, et que la meilleure manière de combattre la misère et notamment l'insécurité, parce que la première des insécurités, elle est sociale, c'est de déconstruire l'ordre capitaliste. Et ça, c'est un combat de terrain, c'est un combat idéologique qui doit se mener tous les jours. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Oui, moi, ce qui m'a un peu étonné dans vos interventions, à tous les trois, c'est que, bon, vous avez parlé de la lutte antifasciste, mais aujourd'hui, le fascisme est en train de se préparer dans un processus de fascisation. Et le processus de fascisation, il est à l'œuvre depuis déjà quelques années, à travers les politiques publiques, notamment macronistes. Or, il est amplifié aujourd'hui par des choses qu'on ne connaissait pas dans les années 30. Le technofascisme, par exemple la question du transhumanisme, la question de l'intelligence artificielle et de son rôle, la question de la géo-ingénierie, tout ça, accélère les processus de fascisation à tous les niveaux. Par exemple, la façon d'organiser le processus de surveillance, etc. Et je pense que ça doit être aussi un élément de réflexion et d'action pour nous qui est essentiel, parce que cette idéologie
qui est maintenant au pouvoir aux États-Unis à travers l'alliance entre différents d'ailleurs courants, hein, le fascisme fossile de Trump et le libertarisme de Elon Musk, c'est pas exactement pareil, mais ça se rejoint dans une convergence extrêmement grave et qui est reprise par des grands patrons ici. Hein, voilà, c'est ça le sens de mon interrogation. La question de comment lutter contre le processus de fascisation avant même l'installation d'une sorte de fascisme au pouvoir. Oui, c'est une question qui est intéressante et je pense que c'est clair que dans nos démarches et dans nos analyses, on peut pas être dogmatique. Ce qu'a été le fascisme dans les années 30, dans les années 40, est-ce que ça va être, est-ce que ça pourrait être dans les prochaines années? Effectivement, les choses elles seront différentes. Et puis même, il y a plein d'outils, notamment de contrôle de masse. Aujourd'hui, on a tous un smartphone, on est tous connectés à Internet, tout est sur les ordinateurs, absolument tout. On est capable de localiser des personnes, faire de la reconnaissance faciale assez facilement. Et c'est clair que aujourd'hui, en fait, les capitalistes, les personnes qui contrôlent la société ont beaucoup plus de moyens de faire du contrôle social que par le passé. Ensuite, le camarade disait que justement il y avait un processus de fascisation qui est là depuis plusieurs années. Effectivement, et comment on lutte face à ça? Déjà, notre camp social, il se mobilise énormément. Faut le dire. J'ai l'impression que ces 10 dernières années, on a eu quasiment un mouvement social par an. Depuis le travail, on a eu les mouvements antiracistes. On a eu aussi sur ce processus de contrôle, c'est-à-dire un mouvement social contre la loi sécurité globale. Notre classe, elle s'organise, elle se mobilise, mais effectivement, aujourd'hui, on est dans la lutte des classes. À chaque fois, même si on est bon, pour l'instant, on n'y arrive pas. Première chose, je pense que dans notre camp, il faut absolument lutter contre la confusion parce que c'est ce qui permet aussi à l'extrême droite d'avancer. Je pense que quand je parle de confusion, je parle pas forcément des gens qui ont des idées confuses, des théoriciens confusionnistes, etc. Je parle rien que de notre camp. Par exemple, le mandat de François Hollande a fait énormément de mal à la gauche, dans le sens où il arrivait, il a dit que mon ennemi c'était la finance et que la finance avait pas de nom, avait pas de visage. Bon, moi j'ai des noms, j'ai des adresses, on peut faire toc toc toc. Bolloré, il a plusieurs endroits où il loge. Mais justement, la confusion et tout ce qu'il a fait a aussi démobilisé, a fait perdre espoir en la gauche. Et en fait, comment on peut lutter? C'est très simple. C'est par la lutte politique. Effectivement, on n'a pas de solution miracle. C'est militer sur le terrain, militer sur notre lieu de travail. C'est par là, en convainquant les gens, en convainquant le grand nombre, justement, d'entrer en action, qu'on va pouvoir transformer la société. Au-delà de ça, c'est clair que on n'a pas beaucoup de cartes en main. On n'a pas beaucoup de cartes en main face à des capitalistes qui ont des tonnes et des tonnes d'outils pour maintenir leurs intérêts. Du libéral autoritaire qu'est Macron, de l'extrême droite qui est Marine Le Pen, du fasciste qui est Zemmour, du social traître entre guillemets qui est François Hollande. Ils ont plein de roues de secours. Et nous, on doit avoir un discours clair. Nous, ce qu'on va mener, c'est la lutte des classes. On va s'organiser à l'échelle, à la base pour parler à tout le monde, militer sur le terrain, et ensuite investir aussi leurs propres armes. C'est-à-dire, eux, ils ont des médias, ils ont Bolloré Logistique à je ne sais combien de chaînes de télé. Et ben nous, il y a des contre-modèles qui s'organisent aussi. Ok, ils sont un peu, ils ont peut-être pas la même portée, mais déjà, par exemple, un média comme le média, c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Il y a des streamers aussi qui font un travail culturel qui est différent. Nous, avec la Jeune Garde, on essaye aussi d'avoir des tribunes, notamment l'intérêt d'envoyer Raphaël à l'Assemblée. C'était pas simplement qu'il aille leur rappeler que en fait il y a des éléments populaires, des éléments antifascistes qui vont rappeler à l'extrême droite qu'en fait partout où ils iront, eh ben on va se battre avec eux, mais aussi pour avoir une tribune. Aujourd'hui, c'est en fait instaurer
introduire ce fameux spectre qui les hante tous dans tous les terrains possibles, médiatiquement, sur le terrain et même dans les institutions. Voilà. Et dire aussi effectivement qu'il y a déjà des collusions flagrantes entre le pouvoir actuel et le fascisme et les idées fascistes. Pour prendre quelques exemples, il y a un ouvrage que je vous conseille vraiment de Sébastien Fontenelle, qui est un chroniqueur journaliste, qui s'appelle Macron et l'extrême droite du barrage au boulevard, et qui démontre de manière très étayée ces collusions-là. Et il prend plusieurs exemples, notamment le fait que Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, il a été fleurir la tombe du maréchal Pétain. Alors certains diront dans le champ historique, oui, il y a une distinction entre le pseudo-héros de la guerre, de la Grande Guerre, et le chef de la collaboration avec les nazis. Mais en réalité, ce qu'on doit retenir, c'est que Pétain, c'est le mec qui crée la police nationale, qui est utilisée pour déporter des juifs, pour enfermer des voyageurs dits nomades à l'époque dans des camps et pour traquer les communistes et les opposants politiques. Donc Macron est un homme profondément conservateur qui a des collusions flagrantes avec les idées fascistes, par exemple avec ce type d'actes. Mais il y a eu d'autres choses. Il y a eu notamment de manière beaucoup plus récente la loi immigration, où il y a la reprise justement du concept de préférence nationale dans la loi, et ça c'est pas juste les bancs du RN, mais c'est le dit bloc central, l'extrême centre qui porte ça. Donc il faut être conscient que effectivement il y a un fascisme des idées fascistes qui sont déjà dans le pouvoir actuel, qui sont partagées par le pouvoir actuel, mais aussi des pratiques fascistes, notamment les mains arrachées des gilets jaunes, les 2 camarades des soulèvements de la terre qui ont été envoyés dans le coma pour défendre l'eau sans quoi la vie n'est pas possible, les déportés kanaks. Il y a des militants kanaks indépendantistes qui sont déportés aujourd'hui. Pour moi, ce sont des pratiques fascistes. Donc effectivement, il ne faut pas se leurrer en disant que le fascisme c'est un danger lointain, il est déjà là. Et il y a tout un tas de populations, je le disais tout à l'heure dans mon préambule, mais qui connaissent le fascisme avant même l'arrivée de l'extrême droite. Et voilà, moi en tant que voyageur, je sais quelque chose, mais les habitants des quartiers populaires, on a tous autour de nous, dans nos familles, des gens qui se sont fait tuer quand on est une personne racisée par la police, les crimes policiers. Donc ça aussi, c'est des déclinaisons fascistes quand on tue quelqu'un de par son origine, de par ce qu'il est. Alors bien sûr que si le RN et les fascistes assumés arrivent au pouvoir, ce sera pire. Néanmoins, il faut pas se leurrer sur la teneur et la coloration du pouvoir actuel. En 2 mots simplement sur ce que tu disais, effectivement le premier aspect sur les aspects technologiques, on va dire, du fascisme, ça c'est, et les moyens de contrôle qu'il offre, c'est une évidence. Et tu rappelais la lutte contre la loi sécurité globale, c'est ce genre de choses-là, il faut les maintenir, il faut les approfondir. J'évoquais plutôt la lutte contre la concentration des médias, pour le front pour la presse libre, le soutenir les médias indépendants. C'est pas juste se faire plaisir entre nous pour lire des articles avec lesquels on est d'accord. C'est aussi faire exister un contre-modèle économique, social, idéologique, pour montrer qu'il y a quelque chose en face. Donc ça, c'est vraiment aussi une manière alors on n'a pas la même force de frappe, mais c'est aussi une manière de lutter contre ça. Et puis après, tu le disais, en fait, le problème de ce technofascisme, c'est fondamentalement, c'est quoi? C'est qu'il est soutenu par des patrons à la tête d'entreprises, milliardaires, patrons capitalistes. Et bon, bah là, du coup, le problème, ça nous ramène au fait que le problème, c'est les patrons capitalistes. Le jour où on aura exproprié les patrons capitalistes et qu'on aura socialisé les entreprises de la tech, bah peut-être qu'on pourra arrêter de faire des logiciels espions. Mais pour ça, il faut quand même commencer par se débarrasser des patrons. Et donc, ça nous ramène à la lutte anticapitaliste plus générale. Alors, c'est un peu, voilà, mais c'est important de le rappeler aussi, de dire juste que c'est pas en quittant Twitter, X ou Instagram que on va mettre fin à la pieuvre de fascistes technologiques, machin. Non, c'est en les virant eux, pas en partant nous. Merci. Oui, alors j'ai pas vu les tours de parole, mais du coup on va faire comme ça. Bah, vas-y, t'as pas encore pris la parole donc. Ouais. Moi je m'adresse aussi à vous trois, mais je pense que c'est aussi une question qu'on peut avoir en tant que salle. Un des cœurs du fascisme contemporain, c'est le masculinisme et c'est la haine des femmes. Et je pense que c'est particulièrement visible hors de l'Occident. Je pense aux différents mouvements fascistes qu'il y a au Moyen-Orient. Je pense évidemment aux États-Unis où Trump il a quand même construit sa victoire sur une glorification de l'homme dominateur blanc, ultra-violent, etc. Et donc moi, ma question, c'est quelle place,
est-ce qu'on pourrait pas faire plus d'efforts finalement pour mettre le féminisme au cœur de la lutte antifasciste, parce que je pense que c'est un outil déterminant, c'est quelque chose qu'on a vu notamment en Iran comme un outil très puissant de la lutte contre un régime fasciste, et de fait, voilà, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un moyen que cette table ronde ait inclus cette question-là beaucoup plus au cœur, parce que évidemment, on pense tout de suite, quand on parle du fascisme, à l'autoritarisme et au racisme, mais en fait, cette dimension-là de la place des femmes comme inférieures aux hommes dans la société, elle est au cœur de l'idéologie fasciste. Je peux finir mon intervention en rappelant un truc qui m'avait marqué pour comprendre ça. C'est dans les reportages qu'avait fait Stéphane Hessel à l'époque sur l'Allemagne nazie. Il racontait comment les nazis allaient recruter beaucoup dans les pubs d'Allemagne, où à cause de la crise économique, les patrons embauchaient plus les femmes qui pouvaient embaucher moins cher, et il y avait énormément d'hommes au chômage. Et ils allaient comme ça dans les bars retrouver ces gars-là et leur dire faut que vous repreniez le pouvoir sur votre foyer, sur votre vie, que vous deveniez des hommes forts. Et ils ont vraiment, dès 1920-1930, construit le nazisme sur du masculinisme. Et c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui doit vraiment être au cœur de notre réflexion, y compris en France, où on peut avoir l'impression d'être un peu plus protégé qu'ailleurs de cette question-là. Merci beaucoup. Est-ce que la salle a entendu cette observation? Qui veut parler de la place du féminisme dans l'antifascisme? Ouais, non, et puis en plus, comme on est 3 mecs à la table, c'est super pour en parler. Ce qui provient que voilà, on a encore des petits efforts à faire en interne aussi. Bref, non, mais oui, t'as entièrement raison, et d'autant plus que ça prend plein de formes, cette haine des femmes. Il y a à la fois le fémonational, le soi-disant fémonationalisme qui n'a de féministe que le tract, qui consiste à dire regardez les violeurs, quand les violeurs en question ils sont pas blancs ou qui sont étrangers. Par contre, quand c'est des maris, les patrons, voilà, là tout de suite, et qui sont blancs et qui sont voilà bien intégrés, soi-disant bon père de famille et tout, on ferme les yeux et on n'entend plus Némésis quand il s'agit de l'affaire Pellico. Voilà, donc bon là. On voit déjà un vrai problème. Il y a un autre problème qui est, enfin une autre offensive qui mène, qui est du côté, je l'évoquais tout à l'heure, de l'offensive transphobe, qui vient notamment des États-Unis, d'Angleterre, mais qui trouve aussi ses déclinaisons en France. Et nous, on pense que c'est là, parce que là, il y a la volonté de réassignation binaire de genre, et là pour le coup, bizarrement, autant ils vantent le transhumanisme et le technosolutionnisme quand ça les arrange. Par contre, prendre des hormones, là tout de suite, ça devient un truc contre la nature. Bref, et là, il y a un vrai problème. Enfin, il y a une vraie offensive de leur part, et donc nous, on pense que c'est quelque chose, un terrain sur lequel il faut qu'on soit en pointe et qu'on soit vraiment à l'offensive. Et puis, t'évoquais le Moyen-Orient, évidemment, l'exemple du mouvement kurde et de la lutte des camarades kurdes, que ce soit au Rojava ou dans le reste du Kurdistan ou du Moyen-Orient, nous montre que on fera pas la révolution sans les femmes, et que en fait on peut pas juste abandonner cette lutte parce que c'est suicidaire, et que c'est criminel aussi par ailleurs. En tout cas, merci de rappeler ça. C'est vrai que l'extrême droite, c'est un grand danger pour les femmes. Pas dans le sens où l'extrême droite, effectivement, il y a cette volonté de contrôle aussi des choix du corps des femmes, etc. On le voit dans des pays comme en Pologne, on le voit en Turquie, on le voit en Hongrie. On voit que à chaque fois, en fait, il y a soit l'interdiction, soit des restrictions sur l'avortement. On voit aussi en Turquie que ils sont sortis de l'accord de Istanbul, et que ça a favorisé aussi les féminicides, et que effectivement la question du féminisme, elle est centrale dans la lutte face à l'extrême droite. Ensuite, là, pourquoi pour ma part, j'ai particulièrement insisté sur la question antiraciste. Je pense pas que c'est des choses qui sont antagonistes, tu vois, mais parce qu'aujourd'hui la gauche n'est pas antiraciste. Très clairement. Il y a des gens qui ont pris la question antiraciste par opportunisme, mais dans les faits, sur les représentations des personnes racisées, nada. Sur le fait que lorsque une personne racisée s'exprime et que on essaye à chaque fois de trouver la petite bête, c'est ça aussi. Aujourd'hui, sur le féminisme, il y a énormément de progrès à faire à gauche, mais il y a déjà un mouvement, en France, il y a un mouvement féministe qui est plus ou moins autonome et qui impose aussi son agenda.
il y a eu Nous Toutes, il y a des collectifs féministes autonomes aussi, il y a différentes organisations qui commencent à s'emparer de cette question. C'est quelque chose qui est venu très tardivement, c'est venu avec pas mal avec MeToo. Et je pense vraiment que le féminisme, c'est quelque chose qui doit être central dans nos organisations, et parce que, comme il l'a dit, on fera pas la révolution sans les femmes. Moi, j'ai préféré insister sur la question antiraciste parce que à gauche, zéro. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on a une grosse marge de progression aussi à faire. Ensuite, si on doit, par exemple, pour parler de la question du virilisme, etc., de l'antifascisme, c'est vrai que pendant très longtemps, la question les organisations antifascistes, eh ben, il y avait une culture du virilisme. Et nous, à la Jeune Garde, c'est quelque chose avec lequel on a essayé de rompre. On fait des formations sur cette question-là, et aussi dans notre vision de l'autodéfense. Et c'est aussi en ça qu'elle est différente de celle de l'extrême droite. Par exemple, dans notre vision de l'autodéfense, elle est collective. Elle n'est pas comme dans l'extrême droite, parce qu'on voit les grands néo-nazis, je sais pas, des Oies de Paris, du GUD, du Bastion Social. C'est à chaque fois une volonté aussi viriliste de montrer, c'est moi l'homme alpha, l'homme arien, l'homme qui est capable de faire reculer une trentaine de gauchistes à moi tout seul. Et nous, dans notre vision de l'antifasciste, on le dit clairement. Il y a des gens qui ont des capacités, par exemple, physiques qui sont différentes, mais en fait, on forme un corps. Et lorsqu'on se met en action collectivement, on arrive à faire reculer l'extrême droite. Et par exemple, nous, lorsqu'on s'est opposé physiquement à l'extrême droite, il y avait des femmes en première ligne, des gens qui sont jamais battus de leur vie en première ligne, des gens qui font moins de 60 kilos, alors qu'en face, on a des gaillards de 120. Et moi, je vous le dis, la fameuse bataille des Gilets jaunes à Lyon, où tu as Marc de Cacré-Valmeunier qui se fait coucher 2 fois par une personne de moins de 60 kilos, alors qu'il en fait 100, il en fait 100, le bougre. Bon, effectivement, c'est un peu anecdotique dit comme ça, mais nous, dans notre vision de l'antifascisme, dans notre vision de l'autodéfense, elle est inclusive, elle est collective, et je pense que c'est aussi là-dedans aussi que justement on arrive à faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Voilà. Bon, alors j'ai pas énormément de choses à ajouter parce que beaucoup de choses ont été dites, si ce n'est qu'effectivement, les femmes ont été, sont et seront toujours parmi les premières victimes de l'extrême droite et des fascistes. Elles ont aussi été, il faut le dire, parce que c'est pas qu'à chaque fois victimes d'oppression, mais à l'avant-garde de plusieurs mouvements de résistance. Et on l'a vu au Proche-Orient, effectivement, ça a été rappelé par Merlin, avec le fameux mot d'ordre "Femme, vie, liberté" qui a été central. Ensuite, il y a un véritable enjeu, effectivement, et ça, il faut être autocritique, de représentation et de visibilité, mais également de présence des femmes dans nos organisations. Et c'est une question qu'il faut se poser, ne serait-ce qu'en termes de cohérence. Après, je pense que effectivement, il y a des groupes qui aujourd'hui sont encore davantage pris pour cible par l'extrême droite, dont l'extrême droite fait des priorités en tant que cible, que les femmes. Alors, bien sûr, il y a les personnes racisées, mais je pense également, et ça a été rappelé par les camarades, aux minorités de genre et notamment aux personnes trans, mais qui sont, on le voit, pris pour cible par aujourd'hui les fascistes, mais aussi le gouvernement précédent, Barnier, c'était l'horreur en la matière, et le gouvernement actuel de même. On a quand même eu des ministres, notamment le ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui, alors pour le coup, sur la question des orientations sexuelles, a défendu de manière encore très proche de nous les thérapies de conversion. Donc effectivement, là aussi, on voit que c'est des sujets qui sont pas juste lointains, mais qu'il y a tout un déjà là des pratiques fascistes. Merci. Merci beaucoup. Il y avait 2 autres questions sur le même banc. D'abord toi, et puis toi, celui-là. Oui. Et il y a quelqu'un au fond, d'accord, c'est noté. Ok, je vous ai vu. 3 même. On avait parlé beaucoup du fait d'être présent sur le terrain dans une pratique antifasciste, mais précisément le fascisme se développe beaucoup là où les mouvements de gauche ne sont pas, que ce soit dans les secteurs professionnels ou le syndicalisme est présent, ou sur des territoires où la gauche n'est pas présente, voire n'est plus présente en fait. La question c'est comment est-ce qu'on va concrètement sur ces terrains-là. C'est que la France Insoumise a une stratégie d'achat de locaux pour pouvoir militer sur des terrains où on a perdu de peu des élections au Rassemblement national. Ça va dans une perspective
l'urbanisme, mais sinon on veut avoir une vision de l'organisation populaire où on est présent vraiment de façon permanente et impulse des pratiques militantes et avec la possibilité de changer concrètement la vie sur le terrain. Voilà, moi ce qu'on fait aussi avec sur des terrains où on a du mal aujourd'hui à s'en C'est une question tout à fait centrale, effectivement, que cette présence sur le terrain, c'est pas juste des mots d'ordre, mais ça doit être mis en pratique. Et nous, chez PEPS, c'est vraiment central, et c'est quelque chose qu'on met en pratique dans la mesure où effectivement, il faut pas rester dans un entre-soi, que ce soit un entre-soi social, et qu'il faut une place importante des classes populaires dans nos luttes, dans nos discours. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, nous, on est né au mouvement des Gilets jaunes et on tient depuis à ce qu'il y ait une représentation des classes populaires dans notre organisation. Mais au-delà de cette question de la représentation, il y a très concrètement des stratégies. La stratégie du pouvoir populaire, c'est quoi? C'est être présent partout, le plus souvent possible, et c'est concrètement s'enraciner, s'implanter, s'ancrer dans des lieux, dans des territoires. Et on travaille beaucoup, notamment avec la Maison du Peuple de Nantes, parce qu'on défend la solidarité active. Et effectivement, la solidarité active, l'entraide, c'est des choses qui font reculer l'extrême droite sur le terrain. Et donc, la Maison du Peuple fait un fantastique travail, notamment d'hébergement d'urgence pour toutes les personnes qui sont sans toit, mais aussi un travail de solidarité, de formation quotidien. Et on défend, nous, un réseau des Maisons du Peuple, et on défend avec beaucoup d'autres l'idée qu'il faut de plus en plus de ces lieux, ces espaces de solidarité qui sont pas juste des vitrines électoralistes où les partis viennent mettre leurs affichettes, mais des lieux de vie, et notamment dans les zones et les territoires ruraux. Moi, je viens d'un petit bled qui s'appelle Sainte-Foy-la-Grande, c'est la campagne profonde en Gironde, enfin à côté de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. Et effectivement, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu le décalage entre cette omniprésence militante des organisations de gauche qui parfois passent leur temps à se chamailler sur des querelles de coloration du logo ou je sais pas quoi. C'est totalement ridicule, avec l'absence de militants effectivement et de présence militante dans les zones et les territoires ruraux. Ensuite, on a des espaces de solidarité tels que à Dunkerque, dans des territoires qui effectivement dans le nord de la France, des anciens territoires industriels où la présence de l'extrême droite est encore plus importante. Nous, on travaille par exemple avec une épicerie solidaire issue des Gilets jaunes qui est autogérée, qui s'appelle La Source, et avec qui on tisse de plus en plus de liens et qui essaie de faire de la solidarité alimentaire, mais notamment dans une perspective écologique, avec défendre une alimentation saine pour les classes populaires. Donc voilà, c'est aussi ces initiatives-là qu'il faut soutenir, qu'il faut mettre en réseau, et que on défend, nous, en la matière, une approche confédérale, c'est-à-dire que c'est pour ça que PEPS est une confédération. Il faut que toutes ces initiatives, ces lieux, ces perspectives militantes se mettent en lien, parce qu'il y a cette nécessité de faire front commun face à l'extrême droite qui, elle, est bien solide et unie. Ce qui est assez clair, c'est que là où on est fort, c'est dans les centres urbains, et que dans les petites villes, imaginons, moi je suis alsacien, du coup je vais citer les petites villes que je connais, dans des petites villes comme Colmar, Célestat, on n'est pas là, et ces villes-là, elles sont déjà entourées de petits bleds. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, comme il l'a dit, nos organisations, elles sont fortes dans plusieurs villes en France, etc. Et que aujourd'hui, si vraiment on veut faire reculer l'extrême droite, il va falloir sortir de notre zone de confort. Il va falloir sortir aussi des zones urbaines. Va falloir discuter avec des acteurs locaux aussi, faire non pas en venant aussi avec notre comme le faisaient certains camarades trotskistes dans les quartiers populaires en voulant être des profs rouges ou autres, mais en fait, essayer de créer des dynamiques, des solidarités aussi en milieu rural, dans des petites villes, dans des villages. Et je pense que c'est aussi en construisant ce genre de solidarité qu'on va réussir à combattre l'extrême droite, et aussi à infuser plus globalement nos idées. Et aussi rompre justement avec ce que tu appelais justement ce pacte racial. Je pense que c'est la chose la plus fondamentale, parce qu'aujourd'hui, moi je prends une ville comme Célestat, qui est une petite ville à côté, à 40 km 40 minutes de Strasbourg. Il n'y a pas d'organisation de gauche qui existe, à part la CGT. Par contre, il y a des associations, il y a des organisations communautaires, il y a en fait plein de choses qu'on pourrait faire dans ces villes-là, où on pourrait justement s'introduire aussi
de cette manière. Et ensuite, c'est aussi trouver le temps de militer, de pouvoir militer, défendre nos idées comme on le fait à Montreuil, pouvoir le faire aussi en zone rurale. Voilà. Effectivement, sur la partie un peu géographique de notre faiblesse, et tu l'as dit à l'instant, il y a à Célestat, il n'y a pas d'organisation de gauche à part la CGT. Bah, on pense que là, ça dit quelque chose. En fait, il y a un organisme quand même qui est présent sur le terrain, c'est le syndicat, c'est les syndicats. Alors la CGT ou Solidaire ou la Confédération paysanne, je prêche pas pour une paroisse, hein, mais voilà, il y a des syndicats de lutte qui sont présents là où les organisations militantes, partis, orgas, voilà, de gauche ne le sont pas ou ne le sont plus. Et on pense que là, il y a un vrai enjeu à s'investir là-dedans, à revaloriser les bourses du travail, les unions locales, les unions départementales, parce que là, et ça rejoint aussi ce que vous disiez, en fait, ça peut redevenir des lieux de vie de notre classe, en fait. Et c'est forcément, on l'a vu, c'est un mouvement qui a tenté l'extrême droite, parfois avec succès, en Italie avec Casapund, en Allemagne aussi. Et en fait, en gros, eux, ils créent des espèces de petits trucs de solidarité, mais que pour les blancs. Et évidemment, ils y distribuent leurs brochures de gros nazis, etc. Nous, qu'est-ce qui nous empêche en fait d'avoir nos lieux de sociabilité à nous, nos bourses du travail? Et là, on pourra faire de l'antifascisme concret sur le terrain. En plus de ces syndicats, tu parlais des assos, il y en a plein et j'en ai une en tête qu'en plus j'ai pas pensé à évoquer sur le point d'avant, donc ça me permet de corriger cette erreur, c'est le planning familial. S'il y a bien une asso qui est présente dans quasiment tous les départements en France, c'est le planning familial qui fait du travail de terrain. Et là, quel meilleur moyen de lutter contre le fascisme, contre le masculinisme, que de s'investir dans les plannings très concrètement. Et puis un dernier point, on pense nous qu'il faut et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le côté pas être des profs rouges, machin. Il faut partir des luttes. C'est-à-dire que en fait, nous, on défend l'auto-organisation. On pense que les gens, ils construisent les luttes à partir de là où ils sont. Et donc nous, ce qu'on pense faire, notre stratégie tactique d'action, c'est d'aller sur les terrains et d'aider à construire les luttes. Mais pas d'arriver en disant on va vous apprendre à faire la grève ou à chasser les fachos. À dire vous aimez pas votre voisin qui tient une librairie parce que en fait en devanture il y a des bouquins antisémites ou racistes ou machin. En fait nous non plus. Comment on peut faire pour le dégager? Et là on commence à construire quelque chose. Juste à ajouter un tout petit mot sur une autre lutte qui est assez centrale, tu en as touché quelques mots tout à l'heure, c'est les luttes du monde paysan et agricole, parce qu'effectivement les syndicats tels que la FNSEA ou encore pire avec la coordination rurale sont des syndicats investis par l'extrême droite, et en réalité il y en a qui tiennent la barricade face à eux, c'est effectivement la Confédération paysanne qui fait un travail salutaire. Mais pourquoi je prends le temps de parler de ça? Parce que à l'heure de la crise écologique, la question de la paysannerie, la question de l'alimentation, elle est tout à fait centrale. C'est une question prioritaire et qui doit nous occuper, notamment dans les territoires ruraux. Et c'est pour ça qu'on défend qu'il y a une nécessité absolue que les jeunesses, notamment urbaines, cessent d'alimenter une politique de métropolisation outrancière en se concentrant dans les espaces urbains, mais par exemple qu'il y a un nécessaire retour, enfin du moins un nécessaire aller vers la terre, avec des coopératives paysannes à aller renforcer un peu partout dans les zones rurales. Et ces coopératives paysannes, elles sont extrêmement importantes parce que ça permet effectivement de prendre part de répondre aux besoins alimentaires, mais aussi parce que face à la crise écologique, il est important de dire que une des causes de la crise écologique, c'est le productivisme qui tue à la fois les paysans et qui empoisonne les terres. Et que donc face à ça, il y a un autre modèle qui est un modèle coopératif, un modèle paysan qui permet d'éviter le suicide des agriculteurs et des paysans, qui permet de nourrir les gens sainement et qui par ailleurs permet de faire reculer l'extrême droite, parce que l'extrême droite, elle investit effectivement le monde rural à travers son idéologie capitaliste et productiviste. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment une intersection et que toutes les questions sont liées. Merci. On avait une seconde question et après j'ai des interlocuteurs en face aussi. Une remarque sur le contrôle social. Il faudrait voir que c'est très important de voir que le contrôle social par la technologie n'est pas uniquement, mais il est essentiellement celui qu'on leur donne. Je veux dire, si on choisit d'être sur Instagram, comme une certaine organisation présente ici, effectivement, on donne tous les pouvoirs au capital. Mais c'est un choix, c'est pas une obligation.
enfin, de l'expropriation des GAFA, etc., moi, je suis pour. Mais il faut voir que les GAFA, ils n'ont pas grand-chose, en fait. Ils ont quelques richesses matérielles, comme des data centers, etc., mais c'est très peu de leur richesse. La principale richesse qu'ils ont, c'est les réseaux. Et ça, c'est une richesse qu'ils ont dans nos têtes. Donc, les exproprier, c'est exproprier de nos têtes et nos pratiques. Dans le capitalisme cognitif, nous sommes les moyens de production. Donc, si on refuse de se saisir soi-même, faut pas, je pense, être dans une approche puriste et idéaliste, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été dit aussi par les camarades, si demain on déserte tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui effectivement sont des réseaux qui parfois génèrent de la socialisation et des plateformes, des chantres du capitalisme et du crypto-fascisme, bah effectivement, on les laisse à l'extrême droite. Enfin, demain, on peut se dire effectivement, ça appartient aux GAFAM, donc on quitte tous les réseaux sociaux. On peut se dire bah, que la plupart des bâtiments, ils appartiennent à des grands patrons et que les louer, c'est un péché originel et que du coup on n'a pas de locaux, donc à la fin on n'a plus rien quoi. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre l'idéal théorique et la nécessaire pratique et la présence la plus grande sur le terrain. Et je pense surtout cette question elle pose aussi nos moyens d'action. Est-ce que ce qu'on veut c'est justement la lutte individuelle et s'élever soi-même individuellement, et là ça devient un petit peu du développement personnel à mon sens, et ou si on souhaite en fait amener un combat collectif avec chacun nos défauts. On est, je pense, il y a des gens effectivement, ils sont 2 heures sur Instagram à regarder les réels. Il y a des gens qui ont des addictions différentes. Il y a des gens je pense, faut avoir aussi conscience qu'on n'est pas tous parfaits, qu'il y aura jamais le militant parfait, l'homme nouveau ou la femme nouvelle. Même si je pense que à l'intérieur de nos organisations, on doit tout de même essayer mais aussi collectivement de progresser sur nos sur différentes choses. Et je pense que c'est des choses qui s'entremêlent, mais que le combat il est avant tout collectif. Il est collectif, et si on veut changer les choses, elle se fera collectivement. Demain, les militants politiques peuvent quitter les réseaux sociaux seront toujours là. Et en plus, sans militants politiques pour faire la petite piqûre de rappel. Mais voilà, je pense vraiment que faut pas. Je pense que trouver une porte de sortie individuelle, c'est la meilleure solution aussi pour à la fin arrêter de lutter et s'isoler totalement. Alors, donc, on va faire le monsieur là, ensuite dans le fond et ensuite devant. Oui, c'est vous, premier monsieur. Depuis dernier, le 12 décembre, j'étais à l'Assemblée nationale pour une journée organisée par les députés sur les cahiers des doléances. Organisée par Marie Cochamp, qui est députée écolo. Et il y avait notamment des consultants qui ont analysé les cahiers des doléances. Et ce qui est ressorti, c'est que 2 fois dans la journée, il a été dit que la sécurité, l'immigration, ce pas des thèmes qui apparaissaient beaucoup. C'est des thèmes plutôt minoritaires. Hein. Voilà, c'est là où on en était il y a 5 ans, en début 2019. Sécurité et immigration n'était pas un sujet important pour les Français. Évidemment, ça a pu changer depuis. C'est là qu'on parle. D'accord. C'est un constat que vous vouliez apporter ou... Oui, c'est ça. D'accord, ça marche. Okay. C'est une vraie question, pardon? Non, c'est... Ah oui, donc la question c'est est-ce que ça a changé depuis 2019 les cahiers de doléances? Que la sécurité et l'immigration sont des préoccupations principales des classes populaires ou non? Peut-être pour réagir rapidement, pour venir de ces milieux, de ces classes populaires, notamment en zone rurale, effectivement, la priorité sur mon rond-point en Gironde, il y avait 500 personnes le 17 novembre 2018, c'était la détresse et le désarroi social. Hein. Les gens n'arrivaient pas à vivre. Tu avais des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui sont cassés le dos au travail, qui n'arrivaient pas à manger, qui devaient choisir entre manger et mettre du chauffage, et qui du coup tombaient malades. Tu avais des parents qui passaient leur vie au travail, mais qui, à partir du 15 du mois, ne savaient
pas comment concrètement ils allaient pouvoir nourrir leurs enfants quand ils allaient faire appel à des banques alimentaires, ils correspondaient pas du fait qu'ils travaillaient aux critères nécessaires pour en profiter, en bénéficier. Donc, il y a cette détresse et ce désarroi social qui, je pense, a suscité majoritairement de la mobilisation et ça s'est vu à travers les cahiers de doléances qui ont été examinés. Et il faut saluer le travail de Marie Pochon en la matière, qui est un travail parlementaire important. Mais par contre, dire que cette détresse sociale, elle est effectivement instrumentalisée par l'extrême droite, notamment à travers leur chantre culturel, enfin entre guillemets, d'information que type CNews et Télé Bolloré de manière globale, qui, en quelque sorte, mettent en avant le contrat social en disant aux classes populaires, non mais attendez, effectivement, vous êtes dans le désarroi social, mais nous on vous protège quand même de l'invasion migratoire qui, si vous la laissez se faire, eh bien va vous plonger encore plus dans la misère. Ce qui est un mensonge, parce qu'en réalité, les premiers coupables et les premiers responsables des malheurs des gens et des malheurs sociaux, c'est effectivement Bolloré lui-même, c'est effectivement les grands patrons et c'est effectivement les logiques capitalistiques, les logiques du profit et les logiques productivistes. Et donc, ils détournent en quelque sorte l'attention. Donc oui, c'est un vrai sujet. Très rapidement, oui, effectivement, l'idée, bien sûr que la base de tout ça, c'est la détresse sociale. Enfin, je veux dire, ceux qui sont pas en détresse sociale, qu'un grand patron, ils se sentent en insécurité, très bien. Mais en fait, on s'en fout, c'est pas pour lui qu'on parle. Là où il y a de la détresse sociale, il y a plusieurs réponses, et c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Tous les prolétaires ne sont pas racistes. En fait, c'est pas parce qu'on bouffe pas bien à la fin du mois ou qu'on subit l'inflation, que on dit du coup le problème c'est les immigrés. Donc il faut rappeler ça. Il faut rappeler que c'est pas une espèce de fatalité que oui vous comprenez, comme ils sont pauvres du coup ils deviennent racistes. Par contre il y en a qui le font, qui font ce choix, alors qui est pas nécessairement comme tous les choix conscients, etc. Mais ils le font parce que généralement c'est des gens qui ont un petit peu quelque chose à défendre, qui sont petits artisans, patrons de petites entreprises, propriétaires de leur logement et qui en fait ont peur que si jamais il y a des familles immigrées qui viennent s'installer dans leur quartier, ça fasse baisser la valeur de leurs biens, ils soient obligés d'embaucher ou d'avoir une nouvelle clientèle qui correspond pas à leurs critères. Et en fait, c'est ces gens-là qui, c'est pas pour des raisons fondamentalement économiques qu'ils deviennent racistes entre guillemets, ou qu'ils deviennent, ils le sont, comme parce que le racisme est structurel, mais qui mettent leur racisme en avant. C'est parce que ils ont plus intérêt, selon eux, à défendre leur position de race que à défendre leur position qui pourrait être une position de classe. Et c'est là que nous on doit arriver et d'une part lutter contre leurs préjugés et leurs a priori racistes, et d'autre part leur proposer une contre-solution qui soit de classe. Et c'est ça qui est l'enjeu complexe là-dessus. Merci. On a une question dans le fond de la salle, à gauche. Ouais, déjà merci pour l'organisation. Alors la question, elle va porter un petit peu sur les luttes qui sont un petit peu liées, si je puis dire, qui sont sacrément liées par la gauche. On peut dire une chose, la gauche en France, on aille par exemple de l'UPR jusqu'au PS, qui sont majoritairement des personnes qui sont moins coloniales, très jacobines, qui vont avoir d'énormes ondes de mort. Par exemple, avec les filles en ce moment, sur la Kanaki, ça fait un peu déclaqué pour parler d'indépendance. Et du coup, la question que je voulais poser, c'est plus par rapport à comment se positionne l'organisation, par rapport en fait à tous les mouvements régionalistes, soit basques, bretons, corse. Là, on voit de plus en plus d'extrême droite qui, par le biais notamment d'une forme de localisme et compagnie, tente de s'y réimplanter. Vous pensez par exemple à Mbourpan en Bretagne, Télésoul du côté de Marseille, des États-Unis. Comment est-ce qu'on peut les investir ces buts? Car vous parlez par exemple de tradition culturelle, il y a ces traditions là-bas aussi, dans ces territoires. Et en gros, comment est-ce qu'on fait la volonté de la contexte droite, mais aussi contre de gauche, même quand c'est les blancs qui veulent s'autodéterminer, ne seront pas fichus de leur accorder
Alors c'est un enjeu central et effectivement c'est des angles morts de la gauche, y compris de la gauche dite radicale, la gauche parlementaire dite radicale, enfin en l'occurrence la France insoumise. Nous, et fidèles à la tradition écologiste d'ailleurs, on soutient que la monarchie française puis la République s'est imposée au prix du sang sur le territoire que compose aujourd'hui la France, notamment à travers des pratiques coloniales, et que notamment dans le Languedoc, la monarchie française et puis la République a continué ce processus, s'est affirmée à travers des massacres, enfin les massacres des Cathares, etc. Et in fine, c'est le modèle de l'État-nation, puis c'est l'impérialisme. Il y a un ressort colonial à chaque fois qui effectivement est présent sur le territoire national et qu'il faut dénoncer. C'est pourquoi nous, on maintient des liens avec les organisations régionalistes, notamment avec Disparage, c'est un mouvement breton qu'on avait rencontré lors de rencontres internationalistes à Notre-Dame-des-Landes, et que c'est tout à fait central parce qu'il y a plus de 3000, au bas mot, plus de 3000 langues dans le monde, et notamment en France, il y en a plusieurs dizaines qui sont parlées, et le stade suprême en fait du fascisme et du colonialisme, c'est l'uniformisation. Et nous, on défend la diversité. On la défend encore plus en tant qu'écologiste parce que on est convaincu qu'on regarde la nature et la nature, c'est la diversité. Et que tout ce qui tend à l'uniformisation, c'est la destruction et ça génère des catastrophes. Donc effectivement, être aujourd'hui antifasciste, c'est défendre l'autodétermination des peuples, de tous les peuples. Et c'est effectivement être très critique vis-à-vis des organisations, combien même sont-elles le plus à gauche possible et tiennent-elles de manière honorable la barricade aujourd'hui, que parfois il y a des confusions qui passent pas sur la Kanaki, notamment par exemple. On peut pas se dire pour l'autodétermination du peuple palestinien et ne pas dire un mot sur la Kanaki parce que ça empêcherait la France, enfin ça ferait perdre à la France sa deuxième ZEE, zone économique exclusive. Et donc ça c'est grave que d'avoir des positions incohérentes en la matière, et nous on le partage, et on trouve que certains devraient un peu être cohérents et pas se dire pour l'autodétermination des Palestiniens et pas pour les Kanaks. Et ensuite du coup je me suis perdu un peu parce qu'il y avait la question du régionalisme, mais il y avait une deuxième question. Oui, sur la question du jacobinisme. Nous, PEPS, mais ça sera évoqué tout à l'heure, on a un mouvement communaliste. C'est-à-dire qu'on pense que pour lutter finalement contre aujourd'hui, pour faire face à la crise écologique notamment, il est impératif d'instaurer des seuils de décision qui soient à taille humaine. C'est-à-dire qu'il faut que pour nous, la décision politique, elle se prenne à l'échelle, aux échelles de vie réelles. Il faut qu'elle se prenne à l'échelle locale, à l'échelle de la commune. On pense que c'est le meilleur échelon de décision, notamment pour faire face à la crise écologique, aux crises sociales, et notamment pour faire reculer le repli identitaire. Il faut que l'échelon de souveraineté politique, ce soit celui de la commune. Mais enfin, ce sera l'objet du prochain débat. Je ne veux pas m'en éloigner, mais je voulais juste apporter une réponse à ta question. Et ce qui est aussi intéressant à noter, en fait, c'est que parfois, ces organisations régionalistes, dans certains endroits, c'est le dernier rempart face à l'extrême droite. C'est les derniers qui rappellent en fait ce qu'est le nationalisme français, ce que ça a été par exemple pour les Alsaciens, c'est-à-dire des familles séparées, c'est-à-dire des gens après la Première Guerre mondiale, des gens qui étaient des familles un peu mélangées, alsaciennes, françaises, allemandes, et ça a été de nombreux Allemands qui ont été expulsés d'Alsace. C'est cette histoire-là aussi. Et je pense que aujourd'hui, la gauche a intérêt de sortir de sa logique parisienne. Parce que, en fait, ce qui s'est imposé, c'est que la France est devenue Paris. Et que partout, il y a eu cette uniformisation, et que, effectivement, il faut respecter les cultures régionales, les langues régionales, que, ça c'est une position personnelle, mais bon, je la dis tout de même. Moi, je pense, par exemple, que, effectivement, le breton, le corse, le basque, etc. C'est des langues qui doivent être enseignées à l'école. On a une culture qui est riche, et je pense aussi la manière de l'enseigner, la manière de l'apprendre, c'est aussi un premier pas vers la multiculturalité, le fait d'accepter l'autre aussi. Et je me suis perdu. Voilà. Alors effectivement, on peut, sans spoiler le débat d'après, nous à l'UCL on est fédéralistes, donc le jacobinisme c'est pas tellement notre tasse de thé. Pour répondre un peu plus directement, je pense qu'il faut quand même
faire un peu attention. C'est-à-dire que la situation en Kanaki, en Martinique, en Guyane, c'est pas la même chose que la situation en Bretagne. Enfin, il faut quand même mettre un peu de nuance. Il y a des endroits où il y a eu un colonialisme qui existe toujours, violent, qui a des massacres, des déportations, etc. Et il y a un endroit où ça ne s'est pas passé. Donc en fait, il faut voilà. Par ailleurs, quand on parle de régionalisme, il faut pas non plus mettre en France métropolitaine, il faut pas non plus mettre tous les régionalismes dans le même sac. Prenons le régionalisme savoisien. C'est un régionalisme de droite, voire d'extrême droite, qui est porté par des gens qui sont riches, qui sont plus riches que la moyenne, qui sont de la nationale, qui sont plus riches que leurs voisins, qui en Savoie et en Haute-Savoie même est porté plutôt par les dominants, les patrons, ceux qui vivent du tourisme, et qui en gros ont pas envie de payer pour les pauvres, de la même manière que le nationalisme ou le régionalisme d'Italie du Nord, Padan, Lombard, qui est quand même à la base de la création de la Ligue du Nord, qui est aujourd'hui la Ligue, qui est l'un des partis fascistes au pouvoir en Italie. Donc, quand on parle de régionalisme, il faut aussi doser ce dont on parle. Il y a des gens qui sont régionalistes parce qu'ils sont identitaires et parce qu'ils sont dans une volonté de ségrégation, de créer des ghettos de riches à une échelle régionale. Et en fait, nous, quand on parle de régionalisme, c'est pas, on veut pas que, je sais pas, en Bretagne, il y ait que des Bretons qui parlent breton et que en Corse, il y ait que des Corses qui parlent corse et que en Picardie, il y ait que des Picards qui parlent picard. Ça a pas de sens. Par contre, ce qu'on veut, c'est que tous les gens qui habitent quelque part soient capables de décider de leur vie localement. C'est ça qui compte. Après, effectivement, quelle que soit la langue qu'ils veulent parler, machin, c'est leur problème. Hein. Mais... Et surtout, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que il y a des structures régionalistes, il y a quelque chose à faire en fait sur la culture régionale un peu partout. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est à quel point est-ce qu'il y a un sentiment national ou pas. Aujourd'hui, en Alsace, les gens sont très attachés à leur culture alsacienne, mais il n'y a pas de sentiment national alsacien. Le sentiment national, il est français aujourd'hui en Alsace. Et c'est assez clair. Et parfois, Umserland, le parti indépendantiste, un peu qui veut faire un peu centriste, sur certaines élections, ils arrivent à faire 15%, mais c'est tout. En France métropolitaine, même s'ils sont pas sur le continent, le seul vrai sentiment national, il est corse aujourd'hui. Et peut-être basque. Mais sur les autres cultures régionales, il y a des choses à faire sur les questions de la culture, de la langue, etc. Mais moi, de ce que je constate, il n'y a pas de sentiment national. Et en plus, même sur la question de la Corse, alors que Mélenchon est un jacobin convaincu, fan de Robespierre et de Saint-Just, sur la Corse, il a avancé et il leur reconnaît, il leur reconnaît une autonomie et voilà. Après, c'est une question de rapport de force. Quel poids aussi le mouvement indépendantiste a là-dedans. Et c'est vrai que lorsque je parlais aussi de rompre vraiment avec cette vision jacobine qui en fait tue les cultures, parce que parfois lorsqu'elles sont appliquées à grande échelle et par des États contre d'autres peuples, en fait c'est des choses qui mènent à des choses qui sont terribles, dans le sens où par exemple les jeunes Turcs au début du siècle dernier, ils ont tous été formés en France, à Paris. Ils ont tous été formés sur des idées républicaines de la Révolution française. Et cette volonté justement assimilationniste, le fait que c'était un État, un peuple, et que en fait, fallait pas d'ennemis intérieurs, c'est ça qui a mené au génocide arménien. Et c'est aussi cette volonté d'effacement de l'ennemi intérieur qui a mené à la Shoah, en réalité. Et c'est pas parce qu'on est antinationaliste qu'il faut s'opposer à l'autodétermination et aux luttes de libération nationale. Il y a effectivement un équilibre à trouver, mais j'aimerais citer Médine, qui a une formule très forte. Il dit l'amour des siens, c'est pas la haine des autres, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la défense et le respect de la diversité des cultures sans pour autant tomber dans un repli identitaire ou communautaire quelconque.
Mais effectivement, c'est un enjeu majeur, encore une fois, qu'il ne faut pas sous-estimer. Aujourd'hui, le nombre de cultures régionales qui sont en train de disparaître, mais au-delà, parce que là on parle des questions régionales, mais moi, je disais, je suis voyageur, ma mère est gitane, mon père est manouche, et nous, on souffre de ça concrètement. Il n'y a pas de représentation politique. La plupart des personnes, il y a beaucoup de personnes romaniques qui sont itinérantes et qui n'ont pas d'ancrage, et qui donc n'ont aucune forme de représentation politique possible dans les clous du système actuel. Et donc concrètement la langue elle est aussi en cours de disparition et je pense que la gauche a intérêt urgemment à se positionner et à se faire allier des personnes concernées sur ces questions-là. Et qu'il faut aussi faire une révolution démocratique, il faut une bifurcation en termes de paradigme politique pour qu'il y ait une représentation des populations dans leur diversité. Par exemple, c'est pour ça qu'on avait écrit une brochure chez PEPS sur le confédéralisme, ce que pourrait être un confédéralisme démocratique, et d'ailleurs ici à l'échelle européenne, qui permettrait une représentation justement des populations régionales, mais aussi des Roms et des itinérants en Europe. Mais c'est aussi, et ce sera évoqué tout à l'heure, pour nous la seule solution pérenne au Proche-Orient, à savoir une confédération démocratique des peuples du Moyen-Orient qui permette une représentation de toutes les minorités, que ce soit sur le plan ethnique ou religieux, des Juifs, des Kurdes, des chrétiens d'Orient, des Palestiniens, etc., etc. Merci. On a encore une question et il est 16h, on a commencé un petit peu en retard. Je propose qu'on prenne encore 2-3 questions, ensuite ce sera la fin de cette table ronde-là. Si vous avez une fin, vous aurez 5 minutes chacun. Une question ici. Moi je voulais faire une intervention, mais du coup c'était sur le sujet d'avant, alors ça va un peu faire hors sujet, quand on pourrait trouver des liens. Pour quand le camarade que je désigne parlait de... En fait je suis d'accord que, en tout cas, à l'heure actuelle, la focale est mise sur l'islamophobie du côté des racistes, etc. Et du coup je voulais dire qu'un bon exemple pour figurer ça, c'était le plan Périclès de Pierre-Édouard Sterrin, où en fait il n'y a pas seulement l'idéologie telle qu'on la voit partout dans les médias, mais il y a aussi les budgets alloués et le pourcentage de budget alloué aux pseudo-luttes, évidemment, qui représentent les fantasmes idéologiques du fascisme. Et du coup, on peut voir la part de thunes qu'ils foutent dans ce qu'ils considèrent comme un danger. Voilà. Et aussi, je voulais dire que je comprends ce que tu as voulu dire vis-à-vis de... on connaît aucune minorité où il y aurait... Oui, parce qu'en fait, la focale est mise sur l'islamophobie. Mais du coup, je voulais aussi dire que souvent, les autres minorités ont tendance à dire la même chose. Il n'y a aucune autre minorité où on dirait ça et personne ne s'offusquerait. Et du coup, moi, je squeezerais un peu ce truc en disant que la réponse aux problèmes que se posent les minorités est partie du problème. Par exemple, les personnes handi, la réponse du pouvoir au validisme, c'est validisme. La réponse du pouvoir à l'antisémitisme, c'est antisémitisme, etc. Et du coup, voilà, c'était l'élément que je voulais Merci pour cette apport. Attendez. Non, oui, je vais poser une question sur les perspectives de construction du mouvement antifasciste. C'est-à-dire que dans les années 70, parce que je suis un vieux, il y avait un organisme à un moment donné qui regroupait pas mal d'organisations de la gauche radicale et aussi de non-encartés, qui s'appelait le Secours Rouge, qui était un organisme de lutte et de défense à la fois contre les fascistes, mais aussi contre la répression sociale, contre les expulsions dans le logement, etc. Aujourd'hui, il y a un émiettement du mouvement antifasciste, à part d'ISA, et il n'y a pas finalement de regroupement qui permettrait justement, y compris de s'implanter dans les zones où il n'y a personne. Et donc je pense que c'est une nécessité de réfléchir sur la construction d'un mouvement un peu unifié, antifasciste, mais pas seulement sur l'antifascisme, sur la question contre la répression sociale et politique et contre le fascisme. Voilà, c'est une question pour vous trois. Oui, ça marche. On va faire un groupé avec la question que tu voulais poser aussi. Ouais, c'est plus par rapport au militantisme justement tous les jours. La question des personnes qui sont par exemple racisées et racistes
genre typiquement Bassem ou je sais pas, des personnes qui s'appellent Amir et qui vont dire moi je vote pour Marine Le Pen, c'est Mélenchon Marine Le Pen. Est-ce qu'on doit les considérer comme étant des racistes un peu comme les autres, ou de par leur statut de justement il n'y a pas de privilège de classe si vote Marine Le Pen, et en plus il n'y a pas de privilège de race si vote Marine Le Pen, est-ce qu'il faut leur donner un statut particulier ou alors les combattre d'une certaine manière? Et c'est pareil par exemple pour les femmes qui sont sexistes ou ce genre de choses. Est-ce que vous voulez prendre une minute pour répondre? Est-ce que vous voulez répartir les deux questions? Je pense qu'on va oui. Moi, je vais prendre juste ça. Non, c'est vrai que c'est une question intéressante parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont par exemple racisées, qui sont racistes. Éric Zemmour le premier, Bassem, Raptor dissident qui est devenu Raptor. Il y a pas mal de figures, enfin surtout masculinistes d'extrême droite, qui sont en fait des personnes racisées. Et en fait, et pour répondre très simplement, on fait face à ce que Frantz Fanon a déjà décrit, peau noire, masque blanc. Et en fait, c'est des gens qui, je pense, d'une certaine manière ont aussi vécu le racisme à un moment donné, et qui se sont auto-convaincus que, en s'élevant, etc., et ben, ils pourront passer cette barrière-là, et eux, justement, ils s'attaquent aux personnes racisées aussi. Et vraiment, je pense que ces personnes-là, il faut les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes qui défendent l'extrême droite autant que les autres. Je vais finir. Ouais. Je crois qu'il est encore. Je fais le petit bouton vert. Ouais. Non, bah sur la deuxième, effectivement, je pense qu'il y a aussi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le camarade, il y a aussi un truc qui est que, a priori, c'est des gens qui sont pas uniquement définis dans leur position dans la société par leur position de racisé, et qu'on va pas combattre de la même manière un prolétaire racisé qui reproduit des schémas, etc., ou Éric Zemmour. Tu vois, Éric Zemmour, je vais pas essayer de le convaincre en disant non mais quand même rends-toi compte, ces choses que tu dis, non. Ah bon, voilà, il faut aussi jauger par rapport, et tu disais que c'était aussi beaucoup des figures masculines, voire masculinistes, il y a aussi d'autres choses qui se jouent dans l'adhésion à l'extrême droite, qui ne sont pas que le racisme, même si évidemment c'est un déterminant central. Donc je pense que ça nécessite une lecture extrêmement fine des situations, c'est beaucoup plus compliqué quand c'est des gens qui sont eux-mêmes, évidemment, qui subissent eux-mêmes des situations de racisme ou d'autres oppressions. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'avoir une réponse uniforme, on va dire. Et, pardon, sur la question de la fédération des organismes, des organisations de lutte, etc. En fait, je dirais pas qu'il y en a pas, je dirais qu'il y en a plein, mais que ça marche pas. C'est ce qui est pas tout à fait le même problème. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les ans, tous les 6 mois, on a un nouveau truc qui se crée comme la nouvelle fédération qui va rassembler tous les gens. Et en fait, ça marche jamais parce que c'est des coquilles vides qui sont impulsées par des militants qui sont déjà multi-casquettes, multi-encartés partout et qui se rassemblent à la fin tous les mêmes dans les mêmes pièces pour faire le constat que ça change rien. J'y étais aussi, hein, c'est un constat qu'on dresse à notre échelle et auquel on prend notre part. Mais en fait, si on veut qu'il y ait une réelle fédération qui se fasse, il faut qu'elle parte du terrain, il faut qu'elle parte de la base. Et j'évoquais plutôt l'interorga parisienne qui a conduit à la création, à l'organisation du village antifasciste contre la manif du C9M, la manif actuelle des néo-nazis du C9M, du comité 9 mai. Bon, bah voilà, ça c'est un truc dans lequel il y a des associations, des syndicats de lutte, des organisations politiques, des organisations spécifiques antifascistes, et dans lesquelles nos 3 organisations sont présentes d'ailleurs. Donc en plus, voilà. Et là, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui est de terrain parce que en fait, ça part d'un endroit où il y a des militants syndicaux, des militants politiques, des militants antiracistes, antifascistes. Et du coup, à la fin, quand on rassemble tous ces gens-là, on se retrouve avec un village antifasciste, avec des milliers de personnes, des prises de parole, et on invisibilise la manif annuelle, la grande manif annuelle de l'extrême droite. Voilà, là, on a une fédération qui, sur le terrain, fonctionne entre les différentes organisations de lutte. Je pense que c'est plus vers ça qu'il faut tendre, plutôt que vers une espèce de truc hégémonique type Ralfront, qui correspond peut-être plus, ou Secours Rouge ou autre chose, qui correspond peut-être plus aux structures militantes de notre époque. Peut-être que ce sera le cas dans 10 ans, mais aujourd'hui, en tout cas...
Alors déjà pour rebondir sur le camarade tout à l'heure qui est intervenu, l'idée, alors peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais c'était pas de dire il y a forcément une minorité qui est plus stigmatisée que les autres. Je pense juste qu'il y a des phénomènes d'oppression qui demeurent dans l'angle mort et de la gauche notamment. Je prenais l'exemple de l'antivalidisme sur les questions de racisme, mais on peut effectivement citer la question du validisme. Et nous, on soutient juste qu'il faut que la gauche cesse de les mettre de côté, de les maintenir dans l'angle mort, parce que sinon il y a une incohérence. Parce que si tu n'es pas au rendez-vous pour combattre toutes les formes de domination, bah, c'est que quelque part ça ne va pas. Mais du coup on est d'accord. Ensuite sur la question des personnes racisées qui se font le porte-voix des idées fascistes et qui théorisent, relaient de manière vraiment réfléchie les idées fascistes et les idées d'extrême droite, bon, il faut déjà dire que c'est un phénomène extrêmement minoritaire. Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a le fait qu'il y a d'autres intérêts qui rentrent en considération, notamment la plupart du temps c'est des hommes de manière récurrente, donc effectivement il y a la question du virilisme, du masculinisme et des intérêts et des privilèges d'hommes dans cette société patriarcale, mais pas que. Mais effectivement il faut faire une distinction entre ces quelques personnes qui font le relais en grande pente de l'idéologie raciste, etc. Et qui, eux, faut combattre, c'est des personnes qu'il faut combattre en tant que racistes, ni plus ni moins, et les personnes racisées qui, par réflexe de protection, c'est le fameux peau noire, masque blanc, effectivement, qui a été cité de Fanon, eh bien, se mettent à, par exemple, voter pour le Rassemblement national, pour l'extrême droite. Ça ne veut pas dire qu'elles sont racistes, et je donne encore une fois l'exemple que je connais, c'est l'exemple des voyageurs. La majorité des voyageurs ne votent pas, mais parmi celles et ceux qui votent, il y en a beaucoup que je connais qui vont voter Rassemblement national pour se dire ben regardez, nous, vous ne pouvez pas nous taper du doigt, on est français comme les autres, la preuve, on vote Rassemblement national. Donc évidemment que c'est une erreur et une aberration, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'adhérer à la logique raciste, et ça, effectivement, c'est à déconstruire, mais il faut comprendre que ça vient d'un réflexe que l'on peut comprendre comme un réflexe de protection, même si je peux entendre que ça puisse choquer. Et sur la question, pour oublier personne, des organisations, je partage totalement ce qui a été dit par les camarades. Il faut arrêter les cartels de partis, d'organisations où on signe tous les 3 mois des trucs avec tout le monde. Enfin, c'est pas qu'il faut arrêter, on peut continuer. Mais la vraie manière de faire un front commun et de construire un front commun et une réponse unitaire, c'est sur le terrain. Et je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais l'initiative du village antifasciste était une véritable salubrité parce que c'est une initiative concrète, c'est à un moment donné où on se dit allez, on fait quelque chose ensemble, on ne fait pas que dire qu'on est d'accord sur des papiers à travers des tribunes, mais on se met à faire des trucs. Et ça peut être récurrent. Et un des engagements qu'on peut prendre, ne serait-ce que nos 3 organisations, c'est qu'à chaque apparition de l'extrême droite, on invite à ce type de réponse commune sur le terrain et concrète. Merci beaucoup. On a fini les questions. Est-ce que vous avez besoin de dire quelque chose avec une priorité pour toi, Richie? T'as déjà clos ce que tu veux dire? Effectivement, je suis vraiment désolé parce que je vais devoir partir pour le boulot, mais malgré tout, je suis sûr que les échanges vont être hyper pertinents après, notamment la seconde table ronde que j'aurais beaucoup aimé écouter, mes camarades me font un retour, parce que effectivement, au-delà du constat et de la nécessité de combattre le fascisme et de comment on peut combattre le fascisme, il y a l'impératif de donner des perspectives politiques. Parce que l'extrême droite, on la connaît, et les fascistes à travers un projet politique, nationaliste, antidémocratique, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on a aussi comme réponse à fournir en la matière, comme idéal qui donne envie, parce qu'on fait le constat aussi chez PEPS que par rapport à l'extrême droite, on a du retard en termes d'imaginaire. C'est-à-dire qu'ils ont ils définissent déjà leur société, ça donne envie aux gens qui ciblent pour des raisons très spécifiques. Mais nous aussi, il faut qu'on soit capable de construire un récit qui donne envie et qui montre que plutôt que le repli identitaire, que le repli raciste, il y a quelque chose d'autre qui est possible, une autre société à construire. En tout cas, dire que j'ai trouvé cet échange extrêmement pertinent, et je remercie les 2 camarades et puis toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation, que c'est hyper important qu'on ait ces temps, non pas juste pour discuter entre nous, pour se jeter des fleurs, mais pour mettre en avant les points sur lesquels il peut y avoir du dissensus, et c'est important parce que justement nous on n'est pas des fascistes, on n'a pas l'uniformité de la pensée, mais aussi de voir sur les points sur lesquels on converge et quelles initiatives ça peut donner concrètement, parce que l'idée c'est pas juste de parler, mais de se mettre en lien, et pourquoi pas à la fin de cette table ronde, de cette journée, eh bien, se mettre d'accord sur une série d'événements similaires, pourquoi pas notamment dans les territoires ruraux, plus qu'à Montreuil ou à Paris. On a dit beaucoup de choses sur la question de l'antifascisme, et c'est un combat de tous les jours qu'on ne va pas arrêter.
c'est comment les trois organisations qui sont représentées ici, mais l'UCL et PEPS en tant qu'organisateurs aussi notamment, on peut poursuivre ces échanges, les pérenniser et effectivement au vu de la menace fasciste et raciste, se mettre, faire un bloc commun pour faire reculer l'extrême droite. Voilà. En tout cas, pareillement, merci beaucoup pour l'organisation, merci pour cette discussion. Et je pense, au-delà de l'antifascisme, je ne sais pas si vous avez écouté Macron lors de sa dernière prise de parole sur TF1, il parlait de la guerre. Et ce qu'il faut avoir conscience aujourd'hui, c'est que le capitalisme est en crise, que le capitalisme en réalité est en crise perpétuelle, et que l'une des manières aussi de résoudre ces crises, c'est par la guerre impérialiste. Et dans les dernières interventions de Macron, j'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de nous vendre. C'est qu'en ce moment, on est en train de se préparer à différents conflits, que ce soit à l'Est, au Moyen-Orient, dans le Pacifique, etc. Et que notre classe doit être solidaire des peuples qui luttent pour leur liberté, que ce soit les peuples libanais, palestiniens, kurdes, syriens, qu'on doit réussir aussi à se structurer ensemble contre les guerres impérialistes qui viennent, qu'on développe des positions pacifistes, internationalistes, et qu'on puisse travailler avec différentes organisations. Nous, avec la Jeune Garde, on travaille avec différentes personnes, différentes organisations. On était à Liège la dernière fois en Belgique pour discuter de tout ça. On a des liens avec des organisations kurdes. On a été invité aussi au Forum mondial antifasciste au Brésil, à Porto Alegre en mai qui vient. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on pense tout ça, toutes ces questions. On a beaucoup d'urgence, mais celle-là, c'est aussi un axe qui arrive. En tout cas, merci pour cette discussion. Ouais, non, pareil, merci beaucoup aux camarades à la tribune, à Nachan pour l'organisation, les tours de parole, et puis à la salle pour la qualité des échanges. Et vraiment, sans répéter tout ce qu'ont dit les camarades à quoi je souscris, on l'a assez dit, mais la solution pour lutter contre l'extrême droite, mais contre tout le reste aussi, c'est de s'organiser. Et donc, vraiment, si ce n'est pas déjà le cas, syndiquez-vous, organisez-vous, rejoignez des organisations de lutte sur vos terrains, et c'est là en fait qu'on pourra faire changer les choses. Les travailleurs aiment leur travail quand ils peuvent l'aimer, quand le travail est fait par eux, pour eux et pour le bien commun.